David Berkowitz naît sous le nom de Richard David Falco, le 1er juin 1953, dans le quartier de Brooklyn à New York, État du même nom. Sa mère, Betty Broder, est une serveuse qui a grandi dans une famille indigente. Le mari de Betty, Tony Falco, est d'origine américano-italienne. Dans les faits, Falco n'est pas le père du petit Richard. Ce dernier est le fruit d'une relation adultère entre Betty et un homme marié, du nom de Joseph Kleinman. Kleinman refuse de reconnaître l'enfant et menace de rompre si Betty garde l'enfant. Aussi, il est adopté à l'âge d'une semaine par un couple de quincailliers juifs, Pearl et Nathan Berkowitz. Dès lors, il s'appellera David Berkowitz. Intellectuellement, Berkowitz est légèrement supérieur à la moyenne, mais c'est un élève peu assidu, car il manque fréquemment l'école. Son enfance est émaillée de petits délits, tels que des vols, des agressions physiques sur ses camarades de classe ou des actes de pyromanie. Il devient rapidement le petit caïd de son quartier, mais paradoxalement, ses camarades de classe le taquinent sur son poids. Va te faire foutre, gros lard! Car il a quelques kilos en trop. En 1967, il a 14 ans, sa mère décède d'un cancer du sein. C'est un terrible choc pour Berkowitz, qui était très proche de sa mère Pearl, et qu'il aimait plus que tout. Les relations avec son père, déjà tendues, deviennent compliquées. D'autant que ce dernier se remarie en 1971 avec une certaine Marie, au grand désarroi de Berkowitz, qui ne s'entendra de fait jamais avec sa belle-mère. Alors, pour fuir la maison, il s'engage dans l'armée, à l'âge de 18 ans. Il est affecté à l'infanterie Infanterie première ligne, infanterie première ligne, infanterie première ligne, infanterie première... et est mobilisé en Corée, ce qui lui évite de partir pour la guerre du Vietnam. C'est là qu'il commence à se droguer, notamment à la marijuana et aux amphétamines. Son rapport de carrière comporte quelques punitions, pour rébellion, pour un vol de nourriture ou pour des retours de permission en retard. Mais il est tout de même remercié avec les honneurs en 1974. De retour chez lui, Berkowitz se convertit au christianisme et enchaîne les petits boulots non qualifiés. C'est à cette période qu'il apprend qu'il est un enfant illégitime. Il localise sa mère biologique, avec qui il prend contact. Tous deux se voient plusieurs fois, mais les rencontres laissent un goût amer à Berkowitz. Sa mère lui donne des précisions sur sa naissance, lui apprend qu'il est le fruit d'une relation adultère et que son père biologique est décédé. Jamais ils ne se reverront. La révélation de sa conception serait, selon l'écrivain Eliot Layton, responsable de ce qu'il appelle la crise primaire de Berkowitz. Fin 75, il est employé de poste. Il se dit harcelé par le chien d'un voisin, qui le poursuit de ses aboiements. Faites taire ce chien! Faites taire ce chien! Son parcours criminel débute en décembre 1975. Après avoir commis l'un de ses nombreux incendies criminels, il agresse au couteau deux jeunes femmes, Michelle Foreman, 15 ans, et une seconde victime qui n'a jamais été identifiée. Jamais il n'a été soupçonné de ces agressions. Peu après, Berkowitz parvient à acheter une carabine, ainsi que deux armes de poing, dont un calibre 44. Il se dit toujours harcelé par le chien du voisin. Il tente de tuer l'animal sans succès. Le chien qui aboie ne meurt pas. La seconde agression eut lieu dans le Bronx, à Pelham Bay. Il est alors 1h du matin, le 29 juillet 1976. Donna Loria, 18 ans, et Jody Valenti, 19 ans, sortent du Peach Trees, une discothèque. Les deux amies sont assises dans la voiture et discutent de leur soirée. Loria s'apprête à sortir des véhicules, mais en ouvrant la portière, elle aperçoit un homme qui s'approche d'elle à vive allure. « Qu'est-ce que... » commence-t-elle. Elle n'a pas le temps de finir sa phrase. Berkowitz sort son calibre 44 des sacs à papier et tire. Une fois, deux fois, trois fois. Une balle atteint mortellement Loria. La deuxième atteint Jody à la cuisse. La troisième part dans le vide. Berkowitz prend la fuite. Jody survivra et fera la description de l'agresseur à la police. Un homme blanc d'une trentaine d'années, mesurant 1,73 m pour un poids approximatif de 200 livres, c'est-à-dire 91 kg. Cheveux courts et sombres, habillé à la mode. Le père de Donna Loria précise qu'il a vu un jeune homme conforme à la description de Jody, assis dans une voiture compacte jaune. Une enquête révélera qu'une voiture identique errait dans le quartier durant les heures précédant la fusillade. « 23 octobre 1976.
Rosemary Keenan, 18 ans, et son petit copain Carl Denaro, 20 ans, sortent d'un bar de Flushing, dans le Queens à New York. Ils se trouvent dans une voiture garée non loin de Bound Park. Soudain, les vitres explosent et Denaro sent la voiture exploser, selon ses propres mots. Rosemary démarre la voiture et part en trombe. Elle demande l'aide des premières personnes qu'elle croise. Elle est trop choquée pour se rendre compte que l'on vient de leur tirer dessus. Denaro avait les cheveux longs. Berkowitz l'a donc pris pour une femme dans la pénombre. C'est ce qui a permis à Rosemary de n'être que légèrement blessée, puisque Berkowitz a tiré en premier sur Denaro. Il a reçu une balle en pleine tête. Malgré les 5 coups de feu tirés, les deux survivent. Mais les chirurgiens ont dû reconstruire le crâne de Denaro avec une plaque en métal. J'ai gardé un éclat dans la tête gros comme une tasse. Le seul truc pour retenir cette moumoute, c'est un aimant magnétique logé à l'intérieur du lobe droit de mon crâne. Les deux victimes ne parviennent pas à décrire leur agresseur. Les enquêteurs déterminent cependant que les balles proviennent d'un calibre 44. La police ne fait pas le rapprochement entre les deux agressions. Dans cette affaire, on patine dans la choucroute. 27 novembre 76, minuit. Donna DeMasi, 16 ans, et Joan Lomino discutent sur le porche de la maison de Joan. Un homme, habillé en treillis, leur demande son chemin. Puis il dit « Pouvez-vous me dire comment aller à... » Il ne finit pas sa phrase. Il sort un revolver et tire plusieurs fois. Il prend la fuite. Un voisin a entendu les coups de feu, et il fera la description d'un homme blond en train de courir. Joan est touchée au cou, mais elle survivra. Donna est touchée au dos. La moelle épinière est endommagée et elle restera paraplégique. La police ne fait toujours pas le lien entre les agressions. « 30 janvier 77, minuit 40. Christine Freund, 26 ans, et son fiancé John Deal, 30 ans, sortent du cinéma où ils sont allés voir Rocky. Ils prévoient d'aller danser quand 3 coups de feu sont tirés, en direction de leur voiture. Deal parvient à prendre la fuite pour chercher du secours. Il n'est que légèrement blessé. Mais sa fiancée reçoit 2 balles, dont une à la tête. Elle décède au St. John Hospital quelques heures plus tard. Deal n'a pas vu l'agresseur. Des balles de calibre 44 sont retrouvées, et la police note la similitude entre toutes ces agressions. La balistique détermine que l'arme employée était un Bulldog 44. Mais comme les témoignages désignent tantôt une personne aux cheveux noirs, tantôt blond, la police pense à plusieurs agresseurs. Les enquêteurs notent que les victimes ont comme point commun leurs cheveux longs et foncés. « 8 mars 77, 19h30. Virginia Voskerichian, étudiante à l'université de Columbia, 19 ans, rentre de cours à pied. Un homme marche en sens inverse. Parvenu à sa hauteur, ce dernier fait feu avec son revolver. Elle tente de se protéger en faisant bouclier avec ses livres, mais elle meurt sur le coup. Une douille de calibre 44 est retrouvée sur le lieu du crime. Le profil de la victime est similaire aux autres agressions. Un témoin a entendu le coup de feu et dira aux policiers avoir vu un adolescent joufflu prendre la fuite. Il sera déterminé que l'adolescent n'était que témoin de la scène et qu'il a fui en entendant la fusillade. La police n'a plus le choix que d'avertir la presse via une conférence de presse. Le déchaînement médiatique est immédiat et un véritable contingent de journalistes partent sur tous les lieux des crimes pour y prendre des clichés. La police indique être à la recherche d'une Volkswagen jaune et diffuse le premier portrait robot du suspect. Les enquêteurs complètent en révélant que la même arme, un Bulldog 44, a été utilisée sur toutes les fusillades. Enfin, ils précisent que le suspect s'en prend surtout aux jeunes femmes aux cheveux longs et sombres, et qu'il semble détester les femmes. Le groupe d'enquêteurs spécialement créé pour rechercher Berkowitz, c'est-à-dire près de 300 policiers, cherche activement la Volkswagen jaune, que de nombreux témoins ont vu le jour des attaques. Ils interrogent également tous les détenteurs de revolvers Bulldog de calibre 44, sans succès. Début avril, Berkowitz envoie une lettre à son voisin pour se plaindre que son chien est trop bruyant. Il commet la fusillade suivante le 16 avril 77 contre Alexander Esso, 20 ans, et Valentina Suriani, 18 ans. Alors que le jeune couple était assis dans une voiture garée dans le Bronx,
juste à côté de la toute première agression, c'est-à-dire celle de Loria et Valenti. Ils sont abattus par surprise. Valentina Suriani meurt sur le coup. Alexander Esso décède à l'hôpital. Chacun a reçu 2 balles. La police retrouve des cartouches d'un modèle qui leur est désormais familier. Mais ils retrouvent un élément bien plus important cette fois-ci. Le suspect a laissé une lettre sur les lieux du crime. Elle est adressée au chef de la police de New York, Joseph Borelli, et elle est truffée de fautes de grammaire et d'orthographe. Je suis profondément blessé que vous m'ayez traité de haineux envers les femmes. Je ne le suis pas, mais je suis un monstre. Je suis le fils de Sam. Je suis un morveux. Quand le père Sam se saoule, il devient méchant. Il bat sa famille. Parfois, il m'attache à l'arrière de la maison. D'autres fois, il m'enferme dans le garage. Sam adore boire du sang. « Va dehors et tue » ordonne père Sam. Derrière la maison, un peu de repos. Surtout jeunes, violés et massacrés, leur sang est vidé. Simplement des ossements, maintenant. Papa Sam me garde enfermé dans le grenier aussi. Je ne peux pas sortir. Mais je peux regarder par la fenêtre du grenier. Et regarder le monde passer. Je me sens comme un étranger. Je suis sur une autre longueur d'onde que le reste du monde. Programmé pour tuer. Toutefois, pour m'arrêter, vous devrez me tuer. Attention, policier, tirez en premier. Tirez pour tuer ou restez hors de mon chemin, ou vous mourrez. Papa Sam est vieux maintenant. Il a besoin de sang pour préserver sa jeunesse. Il a eu trop d'attaques cardiaques. Arg, moi, hué. Ça fait mal, fiston. Tu me manques, ma jolie princesse, plus que tout. Elle se repose dans notre maison pour dame. Mais je la verrai bientôt. Je suis le monstre, Belzébub, le behemoth grassouillet. J'adore chasser. Rôder dans la rue pour chasser équitablement du gibier. De la viande savoureuse. Les Waymans du Queens sont plus beaux que tout. Je dois être l'eau qu'ils boivent. Je vis pour chasser, ma vie. Du sang pour papa. Monsieur Borelli, monsieur, je ne veux plus tuer, mais je dois honorer notre père. Je veux faire l'amour au monde. J'aime les gens. Je ne suis pas de la terre. Renvoyez-moi à Yahoo, aux gens du Queens que j'aime. Et je tiens à vous souhaiter de joyeuses Pâques. Que Dieu vous bénisse dans cette vie et la prochaine. Et pour l'instant, je vous dis au revoir, et je reviendrai. Je dis au revoir et bonne nuit. Police, laissez-moi vous hanter avec ces mots. Je reviendrai. À le prendre comme pan, bang, pan, arg. Bien à vous dans le meurtre. Monsieur monstre. Avec cette lettre, les enquêteurs dressent un premier profil du suspect. Il serait atteint de schizophrénie paranoïde. Il en voudrait aux femmes, en particulier aux infirmières. Selon les enquêteurs, un de ses parents serait mort d'une crise cardiaque. Sa lettre mentionne en effet trop de crises cardiaques. Et il en aurait voulu à son infirmière, incapable de la sauver. Notons que Donna Loria était technicienne médicale, et Judy Valenti infirmière. Il peut être également en proie à un délire de possession démoniaque. Le suspect serait timide mais solitaire. « 30 mai 77. Jimmy Breslin, journaliste au Daily News, reçoit une lettre. Sur l'enveloppe est marqué « Sang et famille, mort et ténèbres, dépravation absolue, calibre 44. » Bonjour des caniveaux de New York, remplis de fumier de chiens, de vomi, de vinasse, d'urine et de sang. Bonjour des égouts de New York, qui avalent ces gourmandises quand elles sont lavées par les camions balayeurs. Bonjour des fissures des trottoirs de New York, et des fourmis qui y vivent, se nourrissant du sang séché des morts qui y sont installés. JB, je vous laisse juste un mot pour vous faire savoir que j'apprécie votre intérêt pour ces récents et horribles meurtres au 44. Je tiens également à vous dire que je lis votre chronique quotidiennement et que je la trouve instructive. Dites-moi, Jim, qu'allez-vous avoir pour le 29 juillet? Vous pouvez m'oublier si vous le voulez. Je me moque de la publicité. Cependant, vous ne devez pas oublier Donna Loria, et vous ne pouvez pas laisser les gens l'oublier. C'était une gentille fille, mais Sam est un garçon assoiffé de sang. Il ne me laissera pas arrêter de tuer, tant qu'il n'aura pas fait le plein de sang. Monsieur Breslin, monsieur, ne pensez pas que, parce que vous n'avez pas entendu parler de moi depuis un moment, que je me suis endormi. Non, je suis toujours là, comme un esprit errant dans la nuit. Soif, faim, s'arrêtant rarement pour se reposer, soucieux de plaire à Sam. J'aime mon travail. Maintenant, le vide est comblé.
Peut-être que nous nous rencontrerons un jour face à face. Ou peut-être serai-je soufflé par le calibre 38 des policiers. Quoi qu'il en soit, si j'ai la chance de vous rencontrer, je vous dirai tout sur Sam si vous le souhaitez, et je vous le présenterai. Son nom est Sam le Terrible. Ne sachant pas ce que l'avenir nous réserve, je dirai adieu, et je vous verrai au prochain ouvrage. Ou devrais-je dire que vous verrez mon ouvrage au prochain boulot? Souvenez-vous de Madame Loria. Merci. Dans leur sang et dans le caniveau, la création de Sam calibre 44. Voici quelques noms pour vous aider. Envoyez-les à l'inspecteur, pour utilisation par l'INCC. Le duc de la mort, le méchant roi d'osier, les 22 disciples de l'enfer, John Wheaties, violeur et suffocateur de jeunes filles. PS, veuillez informer tous les inspecteurs qui travaillent à tuer pour rester. PS, JB, veuillez informer tous les inspecteurs travaillant sur l'affaire que je leur souhaite bonne chance. Continuez à creuser. Continuez, pensez positif, lâchez-vous les fesses, frappez sur des cercueils, etc. Dès ma capture, je promets d'acheter à tous les gars qui travaillent sur l'affaire une nouvelle paire de chaussures, si je peux gagner de l'argent. Fils de Sam. Sous la lettre, un étrange croquis. Le journaliste donne la lettre à la police. Selon le groupe d'investigation, le 29 juillet fait référence à l'agression de Donna Loria et Jody Valenti. Les termes « le méchant roi d'osier » pourraient faire référence à un film d'horreur sorti en 1973, The Wicker Man, le dieu d'osier en français. Ils organisent une projection privée du film pour trouver des indices. La lettre dénote franchement par rapport à la première, tant sur le style que sur le niveau d'anglais employé. À ce moment-là, personne ne sait qui est ce John Wheaties. Le récit des meurtres de Berkowitz suscite la peur chez les jeunes femmes de New York. Et les salons de coiffure sont pris d'assaut par les femmes pour se faire décolorer les cheveux et certaines porteront même des perruques. Do you feel personally threatened by the 44 caliber killer because you have long dark hair? Yes, I do. Has his existence in any way interfered with your movements at night? Yes, I stay in. You didn't stay in the past? No. I don't feel free to go out to walk the streets or... When you get people cutting their hair, when you get people dyeing their hair, when you get my wife who was scared to even walk the street, when you get me who was scared to walk the street, for God's sake. We used to stay in front of my house and park, and kiss goodnight, but we can't do that no more. Just go right in. You have to be careful. You have to watch where you go now. You know, how late you stay out and... Have you restricted your own movements? Yeah. You don't go out as much as you used to? No. And I'm always with somebody, that I know I'm going to be taken right home or whatever, What about your friends? Are they doing the same thing? Yes. Even when they don't have long hair, same thing. It scares you. Dans un article paru une semaine plus tard dans le New York Daily News, Breslin enjoint le fils de Sam à se livrer à la police. Sans succès, évidemment. Berkowitz frappe une nouvelle fois, le 26 juin 1977. Sal Lupo, 20 ans, et sa petite amie Judy Placido, 17 ans, viennent de quitter une discothèque de Bayside, dans le Queens, les Lefas. Le couple est assis dans la voiture de Lupo, sur le coup de 3 heures, quand Berkowitz leur tire dessus 3 fois. Lupo est blessé au bras. Judy a reçu une balle dans la tempe et une dans la nuque. Mais les deux survivront. Ironie du sort, Lupo déclare que lui et sa petite amie venaient de parler entre eux de l'affaire du fils de Sam. Des témoins rapportent avoir vu un homme en costume noir quitter les lieux, en voiture. Sal et Judy n'ont pas eu le temps de voir l'agresseur. Un rapport de police indique qu'une voiture, modèle Chevy Nova, conduite par un homme blond à moustache, a été aperçue non loin du lieu du crime, tous phares éteints. L'anniversaire de la première agression arrive finalement le 29 juillet. Les policiers craignent que le suspect ne veuille le fêter. Aussi, le dispositif de sécurité est renforcé. Les officiers de police se font passer pour des couples en voiture. Mais aucune agression par le fils de Sam n'est à déplorer. Au lieu de ça, Berkowitz se contente de démissionner de son travail à la poste. Toutes premières heures du 31 juillet à Brooklyn. Stacy Moskowitz et Robert Violante sont occupés à s'embrasser dans la voiture de Robert, garée le long d'un parc de Bass Beach. Un homme s'approche de leur voiture, à moins d'1 mètre, et tire 4 fois. Tous deux ont reçu chacun 2 balles dans la tête.
Stacy Moskowitz décède à l'hôpital. Robert Violante survit. Mais il perd la vue d'un œil et l'autre œil sera quasiment aveugle. Contrairement aux autres agressions, de nombreux témoins sont présents. Tommy Zaino, 19 ans, affirme aux enquêteurs avoir clairement vu le tireur. Un homme blanc, 25 ans environ, et d'1m70, 1m75. Les cheveux blonds foncés ou châtain clair, qui semblait porter une perruque. Un autre témoin dira avoir vu un homme blanc quitter la scène du crime à bord d'une voiture de couleur claire. Il portait une perruque bas de gamme. D'autres témoins rapportent la présence d'une Volkswagen jaune. Notamment un homme qui a failli être percuté par une Volkswagen jaune qui avait grillé un feu rouge, sans ses phares. Le même jour, une famille appelle la police pour leur dire que leur ancien locataire menaçait de les tuer. Il s'agit de David Berkowitz. Un autre a vu un homme se diriger vers une Ford Galaxy jaune clair sur laquelle était encore épinglée une contravention. L'homme portait un objet sombre. En entendant les coups de feu, il a pris la fuite. Il lui a fallu 4 jours pour en venir parler à la police. Les enquêteurs épluchent toutes les contraventions émises le jour de la fusillade dans la zone. Le nom de Berkowitz ressort. Le 6 août, Berkowitz met le feu à l'appartement de son voisin, qui l'exaspérait tellement. Le 9, le NYPD appelle la police de Yonkers, afin d'avoir de l'aide pour localiser Berkowitz. C'est une certaine Whit Carr qui prend l'appel, la fille de Sam Carr, le fameux voisin irritant de Berkowitz. Le 10, la police se rend au domicile de Berkowitz. Un fusil est posé négligemment à l'arrière de son véhicule. En fouillant la dite voiture sans avoir de mandat, il trouve des munitions et des cartes des lieux des fusillades, ainsi qu'une lettre de menace destinée à l'un des enquêteurs du groupe d'investigation. Mais comme ils n'ont à ce moment-là pas de mandat, la fouille de la voiture est techniquement illégale. Ils décident d'attendre le retour de Berkowitz, préférant l'arrêter dehors plutôt que dans les couloirs de l'appartement, qui est exigu. Berkowitz apparaît finalement vers 22 h. Aussitôt rentré dans sa voiture, le sergent William Gardella braque son arme sur Berkowitz. « Maintenant je vous tiens, dit le sergent. Mais qui ai-je »« Vous le savez, répond Berkowitz, d'une voix doucereuse. « Non, je ne sais pas, dites-le moi. Je suis Sam. »« Vous êtes Sam ? Sam qui ?»« Sam. Sam Berkowitz. » Une autre version rapporte plutôt ce dialogue. Berkowitz aurait dit « Eh bien, vous me tenez maintenant. Comment cela vous a-t-il pris tant de temps ?» Cependant, cette version est jugée moins crédible. Le mandat est enfin délivré juste après l'arrestation de Berkowitz. La police peut enfin légalement perquisitionner l'appartement. Les murs sont constellés de graffitis énigmatiques. Ils trouvent également des journaux personnels dans lesquels Berkowitz a scrupuleusement noté tous ses incendies criminels, près de 1400. Berkowitz est brièvement détenu dans un commissariat de Yonkers, avant d'être transféré au 60e arrondissement du Coney Island, où se trouvait le QG du groupe d'investigation. La police informe les médias que les gens de New York peuvent dormir tranquilles, car, disent-ils, nous pensons avoir arrêté celui que nous pensons être le fils de Sam. Lloyd Calber, the news of the arrest of suspect David Berkowitz. Jane, the man's name is David Berkowitz. He is an unmarried 24-year-old postal worker. He's a veteran of Korean service with the United States Army. When he was arrested late last night in his apartment in Yonkers, New York, he told the officers, "Okay, you've got me." David Berkowitz is expected to be booked, as Jane mentioned, in Brooklyn this morning and formally accused of committing at least one of 6 murders in the New York area in just the past year. Specifically, they expect him to be booked for the murder of 20-year-old Stacy Moskowitz on July the 31st. In the end, a parking ticket proved to be the undoing for Berkowitz. Here's Robert Hager with more of the story. This is the man police believe to be the son of Sam, the .44 caliber killer who has killed 6 and wounded 7 in a string of attacks over the last 13 months. He was arrested outside his apartment in Yonkers, New York at 10:30 last night and brought to police headquarters about midnight. He is David Berkowitz, a 24-year-old postal worker who lived alone. He was smiling as he was brought in. Detectives displayed a .44 caliber pistol found in Berkowitz's car. The police lab says its tests indicate this was the gun used in the most recent Son of Sam slaying. Ballistics section has just called
and told us that the 44 caliber gun recovered tonight has been tested and the bullets match the bullets recovered from Stacy Moskowitz. New York's Mayor Beam appeared after midnight. I'm very pleased to announce that the people of the city of New York can rest easy this morning because of the fact that the police have captured a man whom they believe to be the son of Sam. It was Berkowitz's car that led... Il est brièvement interrogé avant d'avouer les fusillades, déclarant qu'il était dans son intérêt de plaider coupable. Il affirme que c'est le chien du voisin, un brave labrador nommé Harvey, qui l'aurait obligé à tuer, car il avait soif de sang. Berkowitz laisse penser que le toutou était habité par un démon. Le 23, Berkowitz est formellement accusé de 2 meurtres et 5 tentatives. Puis le lendemain, 3 autres meurtres et une tentative. Le procès s'ouvre le 20 octobre. Une analyse psychologique est ordonnée suite aux déclarations de Berkowitz concernant le chien. Il en ressort qu'il est apte à subir un procès et qu'il est pleinement en état de discernement. D'ailleurs, Berkowitz se rétractera plus tard sur le sujet, déclarant que ce n'était qu'un canular, une déclaration farfelue. Le 8 mai 78, il plaide coupable pour toutes les fusillades, contrairement à ce que ses avocats lui conseillent. Ils veulent jouer sur l'aliénation mentale. Le 22 mai, pendant son procès, il pique une crise de nerfs dans la salle d'audience en affirmant « Stacy est une putain, Stacy est une putain, je la tuerai à nouveau ». Le 12 juin, il est finalement condamné par le jury à 6 peines de prison de 25 ans. Il pourra cependant faire une demande de libération conditionnelle au bout de 25 ans. Il est ensuite transféré de prison en prison. Dès février 79, il entretient une relation épistolaire avec un psychiatre, à qui il se confie. Il avoue avoir retourné sa colère contre un monde qui ne voulait pas de lui. Il se disait rejeté par la gente féminine, ce qui aurait motivé les attaques. C'est également à ce psychiatre qu'il confie que l'histoire du chien du démon était une histoire stupide. En juillet 79, il subit une attaque par un autre détenu. Il est gravement blessé au cou et il en sort avec une large blessure qui nécessitera pas moins de 79 points de suture. Il estime que c'est la juste punition pour ce qu'il a fait. Peu de temps après son incarcération, des rumeurs circulent comme quoi certaines personnes seraient intéressées pour faire un film sur sa vie. La plupart des États ont depuis adopté la loi dite la loi du fils de Sam, interdisant à tout criminel de tirer un profit financier de la publicité résultant de ses crimes, mais que les dits bénéfices soient reversés aux victimes et à leurs familles. En 1987, il s'engage dans le christianisme et il est très versé dans la religion. Il conseille les autres détenus et leur professe sa foi nouvelle. Il désire dès lors qu'on ne l'appelle plus le fils de Sam, mais le fils de l'espoir. Il participe depuis 2000 à une association visant à lutter contre les tueurs en série. Depuis 2002, la libération conditionnelle de David Berkowitz est systématiquement et automatiquement étudiée tous les 2 ans. Demande toujours rejetée à ce jour. Bien que Berkowitz fût condamné et jugé coupable de cette série de meurtres, il demeure néanmoins des mystères non éclaircis à ce jour. En 1979, Berkowitz affirma faire partie d'un culte satanique et n'être responsable que de 3 meurtres, ceux de Donna Laurea, Alexander Esso et Valentina Suriani. Selon lui, il y aurait d'autres tireurs. Il nomme expressément John et Michael Carr, les fils de son voisin et propriétaire du chien. L'affaire est brièvement rouverte en 1996. L'enquête devra déterminer à qui appartenait la Volkswagen jaune aperçue sur plusieurs fusillades, mais aussi devra faire la lumière sur les accusations de culte satanique. Aucun élément nouveau ne fut apporté, aussi l'enquête est à ce jour définitivement close. La dernière audience pour libération conditionnelle de Berkowitz aurait dû avoir lieu en mai 2020. Mais en raison de la crise sanitaire actuelle, l'audience a été reportée à une date non définie. À ce jour, Berkowitz est toujours en prison. Si cette vidéo particulièrement longue vous a plu, merci de vous abonner, de commenter, de liker et de partager. Et retrouvez le bazar de l'étrange sur tous mes réseaux sociaux.